Bonjour, alors je m'appelle Elsa Revkolevski et si un jour vous étiez amené à voir ce spectacle, il y a une forte probabilité que je ne sois pas à l'intérieur. Mais je me trouve néanmoins devant vous aujourd'hui pour porter la pièce 10 805 mots, une pièce qui est portée par la compagnie Le Fil de la Plume parce que l'intégralité des comédiens de la pièce ont été contaminés ce lundi 22 mars par le virus du Covid-19. Et c'est donc l'univers ou toute autre croyance du hasard qui m'invite à prendre le relais de cette équipe d'artistes qui sont aussi mes amis et dont je ne voulais pas laisser mourir une année de travail. Et je vais partager avec vous quelques mots du metteur en scène. Chers collègues, Elsa est là devant vous, dans toute sa spontanéité pour vous transmettre mes mots. 10 805 mots, MAUX et non MOTS, est le nombre exact de mots dans cette pièce que j'ai écrite. Camille, Lola, Tom et Victoire sont 4 étudiants de l'École des Beaux-Arts de Paris. Ces 4 jeunes artistes prometteurs se sont vus donner la possibilité de présenter une exposition autogérée au sein des Beaux-Arts. Après des mois de travail, d'organisation artistique, philosophique, technique et de communication, ils atteignent leur but. Tout le gratin de l'art contemporain est présent, tout le monde vient voir leur travail. L'exposition semble fonctionner et le succès se réaliser jusqu'à ce que l'un d'entre eux, jusqu'à ce que Camille, qui pourtant avait lui aussi participé à cette exposition, puisqu'il ait montré ses œuvres, jusqu'à ce qu'il ruine la soirée par un acte grave, violent, primaire. Camille réduit à néant la soirée, annule tout l'espoir professionnel de ce collectif et condamne leur insertion à tous. C'est à la fin de ce vernissage raté, juste après l'acte de Camille, que nous retrouvons les 4 compères. Dans cette pièce, je vous invite à devenir les témoins d'une jeunesse qui brûle. Cette jeunesse émergente qui se pose des questions sur l'avenir. Cette jeunesse qui est déjà là, mais qui cherche sa tribune, qui cherche ses pairs dans les lieux, les publics et les soirées. Comment devenir un artiste sans se trahir? Comment quitter le rapport marchand que nous décrions tous? À travers cette pièce, j'ai voulu présenter des parts de ma génération. Je ne suis pas militant ou frontal, je vous invite juste à être témoin d'une beauté. La peau de mes amis sous la lumière d'une salle et leur corps qui cherche en dedans d'eux-mêmes à dire les douleurs, les manques et les joies aussi. Les joies de comprendre mieux demain chaque jour, grandir, s'aguerrir. Voilà ce à quoi je vous invite. Voir un auteur, des interprètes, des personnages chercher à s'aguerrir. Venez voir ce que nous voyons de nous. Venez voir les jeunes corps dire des jeunes mots dans un monde en bascule. Cette joute verbale d'1h20 existe déjà dans son entièreté. C'est une pièce mobile, une pièce qui se caractérise aussi par la jeunesse de son équipe, une jeunesse qui re-questionne l'avenir, le star system, les rapports de genre et le rapport à soi, soit parmi les autres, soit pour soi-même. C'est une pièce qui parle à tous les publics car c'est une pièce sur les rapports humains. Chacun fera son bout de chemin avec. C'est un théâtre populaire sans aucun doute. Hier, en regardant la programmation du Festival d'Avignon 2021, j'avais envie de poser une question. Si vous vouliez vraiment diversifier les publics, pourquoi ne pas ouvrir les lieux? Je profite de cette tribune spéciale pour formuler un souhait. Celui que dans cette période étrange que nous vivons, vous parvienne l'écho de nos voix, de ma voix qui nécessite votre écoute et votre accompagnement. Pour la troupe de jeunes artistes que nous sommes, plus que jamais, nous avons besoin de vous rencontrer, de vous parler, qu'on se saisisse, que vous vous empariez de nous, que vous vous empariez de notre présent. Nous sommes plus que prêts. Dans Platonov, il y a cette phrase de Sofia Yegorovna, « Prends-moi tout entière comme une cigarette ». C'est sûrement un peu dramatique, mais nous sommes dans un théâtre, alors profitons-en. Ce qui aurait pu être un raté dans notre parcours, le fait de ne pouvoir vous montrer un extrait de la pièce si bien ficelée, dense, intense, professionnelle, ce qui aurait été un drame aujourd'hui, je le traduis en chance. Celle d'avoir trouvé en mon amie Elsa une grande gentillesse, celle d'avoir trouvé dans cette douleur les mots pour vous parler. J'aurais su vous parler, Elsa me l'aura permis, et vous n'assistez pas à une publicité pour une pièce qui fonctionne bien, mais vous me découvrez dans les mots, qui ici n'ont plus la volonté de trahir, plus de stratégie, plus de politique, juste moi dans les mots, juste nous. Elsa, qui lit maintenant devant vous, va maintenant vous partager un extrait de la pièce. Elle va vous lire la plus longue tirade de Lola. Après 1 heure de joute verbale, de lutte, après en être venue aux mains, après avoir tenté de se comprendre en vain,
Lola se met à parler et s'affirme devant Camille qui la voit comme une fillette écervelée et sans consistance. Je voudrais simplement dire nos noms avant qu'elle se lance dans cette lecture, comme un clin d'œil, comme un à tout à l'heure et comme un remerciement à mon équipe absente. Marie Seguin, Benjamin Sulpice, Rebecca Jodorowsky, Hugo Merck, Milena Sansonetti et le mien, parce que c'est plus poli, Alexandre Cordier. Ne me laisse pas perdre les choses. Je sens que je fuis, ça s'enfuit. Ce sont les premières fissures. Tu connais la scène dans les films américains quand le barrage va céder? Le gros barrage. Tu as l'image de cet immense barrage qui retient toute l'eau au-dessus de la ville habitée par les vivants? On voit les premières fissures, puis un câble qui saute et le début de l'eau qui commence à percer. Ni une ni deux, à coups d'effets spéciaux opulents, c'est tout le barrage qui se déverse sur les familles. La vague d'eau retenue submerge les maisons toutes similaires. Ces quartiers de maisons identiques, lotissements, submergés par l'eau retenue dans le barrage. Les jouets dans les chambres de milliers d'enfants perdus à jamais. La couleur des posters sur les murs. Je me suis toujours tue, et là je vais parler. Tu t'attendais à quoi? Vous trois, vous attendiez à quoi? Émile, s'il était ici, qu'est-ce qu'il imaginerait? Vous pensez que j'ai des grandes théories? Je n'en ai pas. Je n'ai aucune théorie sur la vie, le monde. J'avance et je fais les choses en temps et en heure. Ça me semble amplement suffisant. Il est où, Émile? Il m'aurait juste prise dans ses bras plutôt que de me jeter comme tu l'as fait. Comme on repousse du pied le chien sale de boue afin qu'il ne rentre pas dans la maison. Je n'ai aucune théorie, pas d'a priori. Je ne vais pas déclarer ni ma haine ni mon amour. Ce n'est pas la télévision, je ne regarde pas la télévision et je ne suis pas la personne que tu dépeins. Demande à mes parents si c'est rien pour eux ce que je fais. Laisse-moi silencieuse. Si je me tais, c'est qu'il y a une raison. Toi, tu voudrais que je t'explique la façade. Tu dis que nous ne sommes pas subtils. Mais étais-tu subtil, Camille, quand tu m'as jeté sur le sol? Était-ce subtil de pisser sur un invité? C'était gras, sale et violent. Comme ce que tu deviendras, je pense, si tu persistes à vouloir être ce que tu projettes être bon. Tu serais un intellectuel gras, sale et violent. Misogyne même. C'est bien possible. Après tout, tu es tellement arrogant que tu as littéralement... Et tu rembarreras ceux qui boiront du champagne avec toi, et vous rirez de ce pauvre garçon que la FIAC n'a pas voulu exposer. Ce ne sera pas moins creux que le reste, toute ton existence, si tu crois... Je ne me construirai jamais comme toi. Ouais. Tu es bien français, finalement. Tu es attaché à la liberté, égalité, fraternité, mais tu es hypocrite comme un Français. Il n'y a pas d'égalité. Nous ne sommes pas égaux tous les quatre. Tu jouis parce que tu alignes les mots avec habileté, crâneur. Tu es né dedans. Regarde tes projets, tes tableaux, ce sont des mots, mais j'admire, j'ai admiré. Et ce sera, je crois, toujours le cas, même si je ne devrais pas, je ne le dirai pas plus, mais j'admirerai tes cartels d'exposition toute ma vie. Putain, j'ai pris du temps à formuler cette phrase. Comment peut-on ouvrir ainsi son intime sur le monde? Sous prétexte que nous serions artistes, nous devrions nous épancher sur nos failles. C'est le Malabar princesse que tu veux? Qu'on retourne les crevasses? Tu vas comprendre, ouais. Je suis une montagne. Pas une mouette, une montagne. Tu vois? Visualise.
la vallée avec la vie calme, simple. Tu prends ta voiture, tu vas au centre commercial, la vallée avec le lac ou le cours d'eau. La vie est paisible et le barrage n'a pas explosé. J'ai ça en moi, cette sympathie. La vie qui avance suit son cours dans la pollution, la consommation, les petits amis, les petits loisirs, le bureau de tabac de la ville, les MJC, la bibliothèque, les festivals pour enfants, les fêtes de l'école, tes premières clopes mentholées et la manzana. Maman, papa qui travaille et rentre un peu usé en posant les sacs de course sur la table. On vit tous la même chose. Les repas avec les raviolis de classe moyenne et ta chambre d'ado qui renferme à elle seule l'entièreté de ce que tu seras dans 30 ans. Je ne pense pas que l'on change beaucoup dans la vie. On reste fidèle à soi. Victoire écoute encore Tokyo Hotel sur son MP3. Ça va, je l'ai vu sur ton écran la semaine dernière. Tu prends la bagnole. Je suis dans la voiture seule, je conduis, avance un peu, monte, arrive dans les campagnes. Là, il y a moins d'immeubles, ou alors ils sont plus bas. Et au milieu, des maisons avec piscine, des bourgeois de campagne. La maison de tes grands-parents. Eux connaissent encore un peu la terre, savent planter des tomates, planter les tomates, savent les cueillir, les ayant attendues patiemment. Cette richesse. Mes grands-parents, les racines. Mamita qui découpe le fromage acheté à la cuillère comme si pour elle c'était normal, sans en faire un événement bobo connard. Mamita qui cuisine. Papito qui s'occupe de la maison, des géraniums, des hortensias derrière la maison. Mange des œufs de Pâques. Du gluten, c'est la vie. Pas de restrictions. Ils ne sont pas riches, mais ils ne sont pas chiants. Cette simplicité précieuse. Quand je les vois, je te jure, qui parlent de l'Espagne qu'ils ont quittée, parler du flamenco que faisait mon arrière-grand-mère, comment ils se sont connus dans leur petit village brûlant d'Andalousie, chaud sous le soleil, dans les petites rues mortes à midi, leurs regrets. Ils n'ont pas eu le temps de douter, eux, pas eu ce luxe. Leur petit accent improbable, semi-étranger, semi-terroir. J'ai cet amour pour eux en moi. Je monte un peu avec la voiture, encore. Tu vois ? Passer le village de Papito et Mamita, tu auras la forêt. Moi-même, je ne la connais pas entièrement. Tu veux qu'on s'en parle ? On va s'en parler. Cette forêt sombre, randonnée petit, fantasmée depuis la vallée, de loin on s'imagine plein de trucs. Je peux te parler des sangliers qui m'ont défoncé l'intérieur. Tu veux les détails ? Je n'ai pas la force. Des oiseaux de nuit qui pullulent, me faisant froid dans le dos. Faut-il nommer les souvenirs d'enfance, les souffrances, les manques, et surtout mon incroyable capacité à me sentir en panique sexuellement ? Oui, tu veux que je parle ? Aborder cela. Toutes les fois où je me suis perdue, mais qui ne s'est jamais perdu ? Qui n'a jamais commis d'erreur ? Je porte ça en moi, fière même. Bien sûr, les traces des corps que j'ai voulus, mais qui m'ont souillée, les viols que je me suis imposés par manque de courage, ce contre quoi je lutte pour avoir un minimum d'estime de moi-même. Tu m'en veux d'avoir l'air d'une abrutie de TV ? Mais je protège. Je suis garde forestière contre la déforestation. Je le vois dans tes yeux que tu comprends. Maintenant, tout de suite, à quel point tu manques de subtilité. Il aura fallu que tu me jettes par terre, te prouvant ta propre violence. Il aura fallu que tu me blesses pour comprendre que je suis aussi subtile que toi et que cette façon de maquiller la vie n'est autre qu'une élégance genrée. Alors tais-toi maintenant. Je prends la voiture, encore. Je la laisse à l'orée de la forêt parce qu'à partir d'ici, il faut s'user. Si tu marches au-delà de la forêt, quand la lumière commence à percer la canopée opaque,
là où l'humidité se raréfie, l'air aussi, malgré le vent. Plus haut que tout ce qui est connu, tu arrives plus loin que les randonneurs inhabitués, dans les alpages où la vie sait être tendre, peuplée d'êtres purs, rétrograde, tu dirais un Parisien. Je trouve ça pur. C'est la nature, les soleils de montagne cuisants en été et les neiges épaisses de l'hiver. Plus haut encore, tu trouveras la roche, les chamois qui vivent calmes. Tu verras le dahu. Je peux le dire que tu verras le dahu. Ces créatures avortons qui trouvent le moyen d'avancer sans être pourvues du corps qu'il faut. Ils n'ont pas les moyens, mais avancent. Il y a ça en moi. Crois-tu que le jury des Beaux-Arts m'a fait entrer ici uniquement pour ma belle gueule et mes dessins? Non. J'ai su leur montrer qui j'étais, car je sais déposer les élégances quand je veux, comble du charme. Là, tout ce que tu vois, entends, découvres, ce n'est que parce que tu m'as blessée, ouverte avec le canif, sans anesthésie. Grimpe, grimpe, grimpe. Saigne tes mains, je saigne les miennes, et j'arrive au sommet, où la vue te coupe le souffle, sans prétention à couper le souffle. Laisse-moi le temps d'accoucher, laisse. Grandir, c'est une maïeutique de patience. Tu m'as forcé. Tu marcheras sur des neiges éternelles, riche d'avoir vécu et vu plus de ciel que l'humanité ne verra. C'est en moi ce sommet blanc. Précieuses les neiges autant que leur disparition est annoncée. Mes neiges éternelles. Les larmes de mes parents à ma naissance, gelées, tombées du ciel. Leur amour au plus haut de moi que je suis la seule à pouvoir fouler. Et ne pouvant aller plus haut, tombe de la falaise et écrase-toi au sol quand tu auras gravi les 4000 mètres. Tu tomberas, tu tomberas, tu tomberas comme moi je